Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du concept de pathologie chirurgicale et on va commencer par une petite définition de ce qu'est la chirurgie. Alors la chirurgie va regrouper toutes les disciplines médicales qui vont nécessiter une incision ou une suture. Alors la chirurgie est une spécialité de la médecine qui est pratiquée par un chirurgien et il existe différentes spécialisations en chirurgie, notamment en pédiatrie, en cardiologie et en orthopédie. Alors la chirurgie est pratiquée dans un bloc opératoire. Stérile par une équipe qui est composée d'un chirurgien, d'un médecin anesthésiste, mais également d'une infirmière anesthésiste et d'autres professionnels de santé. Alors, selon le type d'opération chirurgicale, elles peuvent être d'une durée très variable. Alors ce qui est important à comprendre dans la chirurgie, c'est que il existe plusieurs phases. On va compter 3 phases. On va avoir une phase préopératoire, dans laquelle on va avoir une évaluation préopératoire. Alors, la phase préopératoire, avec l'évaluation, mais également la planification, et la préparation du patient. Ensuite, on a une deuxième phase qui est la phase opératoire ou intraopératoire, dans laquelle on va retrouver l'anesthésie, l'installation du patient, les voies d'abord, alors la technique en tant que telle, par exemple la mise en place d'une prothèse, mais également tout ce qu'on appelle hémostase et les drains, et la suture. Et la troisième phase est la phase post-opératoire, qui va regrouper donc, si besoin, la réanimation, l'hospitalisation, et la phase ambulatoire. Alors par rapport à ces 3 phases, si on reprend la phase préopératoire, alors dans l'évaluation, donc l'évaluation va être faite par un chirurgien puis par l'anesthésiste. Alors qu'est-ce que va faire le chirurgien? Il va faire une exploration du patient et une anamnèse qui vont lui permettre d'établir un diagnostic, bien sûr, afin d'avoir le meilleur traitement chirurgical. Mais dans l'évaluation, on va également retrouver le rôle de l'anesthésiste qui va établir les risques et établir notamment les risques avec une échelle qui s'appelle l'échelle ASA. Alors l'échelle ASA, on a 5 niveaux. On a ASA 1 dans lequel le patient est en bonne santé avec un bon état général. On va avoir l'ASA 2, dans lequel on a un patient avec une maladie, mais une maladie traitée, et qui est bien compensée, par exemple de l'hypertension artérielle. On va avoir l'ASA 3, dans lequel on va retrouver un patient avec une atteinte sévère d'un système, qui va limiter l'activité. Ensuite, on va retrouver l'ASA 4, dans lequel on va avoir une affection invalidante, qui va mettre en danger la vie du patient, par exemple dans le cas d'une insuffisance cardiaque décompensée. Et finalement, on a le dernier niveau, l'ASA 5, dans lequel on va retrouver un patient morbide. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne pourrait pas survivre plus de 24 heures à sa maladie, par exemple dans le cas d'une rupture d'anévrisme. Alors dans cette phase préopératoire, on va retrouver également la planification. Alors c'est le rôle du chirurgien qui va choisir l'espace, mais également choisir la technique ou par exemple le type de prothèse. Donc ça c'est avant l'intervention bien sûr. Et enfin on va retrouver donc la préparation
avec par exemple l'anesthésiste et le patient, et par exemple on pourra donner des médicaments au patient en fonction de ses besoins, par exemple des anticoagulants, des anti-agrégants plaquettaires ou des antibiotiques. Et dans la préparation, bien sûr, il faut que le patient soit à jeun et qu'il y ait une certaine hygiène. Alors à jeun au niveau des liquides, alors les liquides c'est au moins 6 heures, et les solides c'est de 6 à 8 heures. Et bien sûr il faudra une certaine hygiène pour éviter les infections. Donc on va avoir une douche, le patient devra se doucher avec du savon à la chlorhexidine et éventuellement s'épiler, d'accord, et notamment pas avec de rasoir. Alors ensuite, dans la phase intraopératoire. Dans la phase intraopératoire, on va parler de la salle opératoire qui doit avoir certaines conditions. Donc il faut que ce soit déjà un secteur stérile. Il faut que les murs et les surfaces soient faciles à nettoyer. Quant à l'humidité, elle doit être de 50-60%. Il faut une certaine température également, d'accord, entre 20 et 24 degrés. Et il faudra un certain type de lumière, qu'on appelle une lumière cialytique. Et bien sûr, au niveau du personnel, il devrait être limité puisque chaque salle opératoire a un taux d'occupation des salles. Alors au niveau de la préparation du chirurgien, alors il devra porter des protections non stériles comme une blouse, un calot, un masque et des surchaussures. Une fois qu'il aura mis ses protections non stériles, il va opérer un lavage de main qui doit être minimum de 2 minutes avec des produits antiseptiques comme de l'alcool ou de la bétadine. Et ensuite, une fois qu'il aura lavé ses mains, il va utiliser des protections stériles comme la cassaque du chirurgien et des gants. Alors dans la phase intraopératoire va se retrouver donc l'anesthésie et ensuite l'installation du patient. Alors on peut utiliser différentes positions, par exemple en décubitus dorsal, donc pour la plupart des interventions. On va retrouver le décubitus ventral qui va être utilisé pour la chirurgie du rachis par exemple, mais également pour les problèmes respiratoires. On va retrouver la position assise dans le cas de la neurochirurgie ou de la chirurgie de l'épaule. Et on va retrouver également des positions gynécologiques. Donc dans le cas de la gynécologie ou de l'urologie. Et ensuite on va avoir d'autres positions orthopédiques comme le décubitus latéral ou la traction. Alors ensuite je voudrais parler des voies d'abord. Les voies d'abord sont les voies utilisées pour accéder à un organe ou qui cherchent à éviter certaines structures. D'accord, entre les muscles, avec des axes vasculo-nerveux. Et on va avoir deux types de voies d'abord. On a le premier type qui est une voie sanglante où on va avoir une agression des parties molles. Et on va avoir un deuxième type qui sont mini-invasives. Alors dans les voies d'abord, on pourra par exemple citer la scopie, d'accord, ou avec l'endoscopie, par exemple, à fibre optique.
permet des petites incisions. Avec des instruments qui sont miniaturisés, de haute précision, et qui permet de petits gestes. Et de déceler des anomalies par exemple, ou de faire des ablations de débris. Alors ensuite on va retrouver une autre voie d'abord, qui est la voie percutanée. C'est une technique moins agressive. Voilà. Alors ensuite par rapport à la technique employée par le chirurgien, donc ça dépend bien sûr du chirurgien. Il lui faut une connaissance détaillée de l'anatomie. Il est nécessaire d'avoir un apprentissage rigoureux auprès d'experts et ne laisse pas place à l'improvisation et développer tout au long de l'histoire. Bien sûr, il y a eu des études scientifiques qui ont démontré leur utilité et peut-être différents suivant l'implant. Alors ensuite, je voulais parler de l'hémostase. Donc l'hémostase, pour donner une définition, je vais rechercher hémostase. Donc l'hémostase regroupe l'ensemble des phénomènes naturels qui permettent l'arrêt du saignement en cas de blessure, de choc ou d'intervention chirurgicale. Dans le cas d'une hémorragie, d'un hématome avec une infection de partie molle, des problèmes de guérison ou de fibrose. On a différentes méthodes comme la compression, mais également le bistouri électrique ou la ligature vasculaire. Alors ensuite, il y a ce concept de drain, qui permet de drainer ou donc d'assécher et de faciliter temporairement l'évacuation d'un liquide, comme par exemple des urines, de la bile, du liquide digestif ou des selles, avec plusieurs types comme des mèches et des redons. Et bien sûr, il y a toute cette notion d'hygiène, avec l'antisepsie et l'asepsie, qui va donc diminuer, vous vous en doutez, le risque d'infection. Alors au niveau des cicatrices, alors des sutures, des cicatrices, donc il existe plusieurs méthodes. On va avoir une première méthode qui s'appelle une première intention, dans lequel on va avoir un accolement des berges d'une plaie qui est réalisée, où on va utiliser donc des sutures avec des fils chirurgicaux ou des agrafes pour le tissu conjonctif et permettre une cicatrisation rapide. Ensuite, on va avoir une deuxième intention dans laquelle on va avoir une absence de suture avec une cicatrisation retardée pour un tissu de granulation et épithélisation. Et ensuite une troisième méthode qui est la première intention différée, dans lequel on va laisser un délai de 3 à 6 jours pour laisser la plaie contaminée, et laisser notamment le système immunitaire pour avoir induit une diminution progressive des germes. Alors maintenant, on va passer dans la phase post-opératoire. Alors, non, le réveil. On va parler juste avant du réveil. Donc le réveil du patient se fait dans la salle opératoire ou dans une salle de réveil. C'est l'anesthésiste qui va être responsable de ce réveil. Et
et le patient est transféré à la salle de réveil ou de réanimation. Alors, dans la phase post-opératoire, donc qui peut se faire dans la salle de réveil ou de réanimation, on va avoir une surveillance avec une possibilité de soins intensifs et qui va durer de 2 à 8 heures. Alors, dès que le patient va retrouver la stabilité de ses fonctions vitales et que les douleurs sont calmées, il va regagner une unité d'hospitalisation indépendamment de la durée du séjour. Alors maintenant, on va parler de l'hospitalisation. Alors dans l'hospitalisation, à la différence de la salle de réveil, on n'a pas une surveillance. On n'a pas de surveillance des fonctions vitales. Et dans cette hospitalisation, on va reprendre les activités, comme celle de manger, ou dans lequel le kiné va pouvoir intervenir pour faire par exemple de la kiné-respi. Et on va reprendre d'autres activités physiques, notamment faire des transferts, assis, debout, allongé, etc. Et le kiné pourra faire également de la mobilisation passive ou de la rééducation. Alors ensuite, on va terminer avec la phase ambulatoire. Donc dans cette phase ambulatoire, donc c'est la sortie de l'hôpital. Le patient n'a plus besoin de surveillance. En tout cas, le traitement peut se faire chez le patient, mais si le patient a besoin de traitement chronique, il sera transféré à d'autres centres de soins pour garantir la continuité des soins. Alors voilà, c'était tout pour cette vidéo, et je vous dis à très vite, au revoir.